France Maghreb 2. Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité à notre station France Maghreb 2. Bienvenue également si vous nous écoutez de l'autre côté de la Méditerranée. Un bonjour particulier sur les hauteurs d'Alger et merci à toutes les personnes qui nous envoient des messages de sympathie et d'écoute. Voilà, ça nous fait plaisir. Merci également à nos amis qui sont présents sur le plateau ce soir. Nous avons nos chroniqueurs préférés. Il s'agit de Jean-Guy. Jean-Guy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fawzi, bonsoir les auditeurs. Merci à toi d'être venu ce soir. Abdeslam également est avec nous sur le plateau. Bonsoir aux auditeurs. Quand même, chroniqueur préféré. Hein, j'entends. Oui, bien sûr, vous êtes mes chroniqueurs préférés. Et je suis votre chroniqueur préféré également. Je n'en doute pas. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Slimane Reski pour nous parler de sa chaîne YouTube South 24. C'est un média qui connaît un vrai succès de par la qualité de ses invités et intervenants, où l'on y parle de culture, d'infos, de Sira Nabawiya, de littérature, de politique, d'histoire, mais toujours au travers du prisme de la spiritualité. Une chaîne donc d'intellectuels, me diriez-vous? Non, pas seulement. C'est une chaîne qui a pour slogan c'est une voix qui résonne pour une voix qui résonne. À méditer. Donc je vais vous renvoyer sur la chaîne YouTube de notre ami Reski, South 24. Pendant que vous suivez cette émission, vous allez pouvoir vous délecter des nombreuses interviews. Vous allez pouvoir découvrir des personnalités très intéressantes et vous montrer que dans la communauté musulmane, eh bien, il n'y a pas que des incultes, des chiffonniers ou des sauvageons, les sauvageons de la marchand de République. tapis, quoi. Voilà, nous avons des gens très sympas, des intellectuels qui malheureusement n'ont pas accès aux médias, aux masses médias, et c'est la raison pourquoi nous avons décidé de recevoir ce soir Slimane Reski. Slimane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Salam bonsoir alaikum. Fawzi, alaikum salam wa rahmatullah. Alors, c'est quoi South 24 ? South 24, c'est la concrétisation de tout un projet qui date depuis des années et qui est venu à la suite d'une conscience, c'est que parmi les différentes fonctions que le Coran va assigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, An-Nadir, Mubashir, Da'iyan ilallah, Siraj al-Munir, etc., parmi ces fonctions, il y a celle de la transmission. C'est-à-dire, Ballar, wa ma alayka illa al-balar wal mubin. Le balar, c'est Dieu lui donne un Coran, charge à toi maintenant de le diffuser, de le faire connaître. Donc, en fait, on pourrait, sans être trivial, dire que quelque part, c'est un chargé de com. Ouais. Il faut communiquer quelque chose qui est précieux, et donc il va y avoir tout un ensemble de techniques. Alors, d'où est venue cette idée de créer ce média South 24 ? Alors, ensuite, doucement, ça s'est concrétisé dans le temps, et je me souviens d'un voyage en Béthanie, en Jordanie, où, avec mon épouse, donc, on se trouve à l'endroit où le Christ est baptisé par Jean-Baptiste. Ouais. Et on est au milieu de l'ancienne ville de Jéricho et de Jérusalem. Et le guide nous dit, à votre avis, Jean-Baptiste, pourquoi est-ce qu'il s'est installé là? Et là, on est tous restés bouche bée, sans savoir trop le pourquoi. Et il nous a dit, mais alors, comme on dirait à un enfant de 5 ans, quelque chose d'une évidence incroyable, mais tout simplement parce que c'était le lieu de passage le plus fréquenté pour les échanges commerciaux entre Jéricho et Jérusalem. Mmh. Donc là, on avait encore quelqu'un qui avait tout compris à la com, et il s'était mis à un passage sur le Jourdain, où les gens étaient obligés de prendre un pont pour passer de l'un à l'autre, et donc étaient obligés de passer par cet endroit-là. Ouais. Et donc là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et le déclic s'est fait à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Je suis invité à Strasbourg pour justement tout de suite un petit peu remettre les choses au point, démontrer que le comportement de certains n'est pas la généralité de l'islam, mais en arrivant, quelques journalistes dans la salle, etc. Et la première des choses que je vais faire, c'est de leur dire pourquoi est-ce qu'au niveau des médias, vous invitez toujours des types qui parlent le français comme des chèvres espagnols. Est-ce que dans la communauté musulmane, on n'a personne qui est capable de parler un arabe ou un français correct? Et ça, c'est voulu. Bah oui, c'est voulu. Les gens bien sont sûr aperçus, c'est voulu. Il est préférable d'inviter quelqu'un qui s'exprime très peu en français. Et le désigner comme le représentant ou voilà le représentant de la communauté musulmane en France, alors que bon, vous avez beau lever le doigt pour être invité sur les plateaux TV, on vous n'y invitera pas, ni vous Slimane, ni Abdeslam, ni Jean-Guy. Personne. Et ni de nombreuses personnes, puisqu'en réalité, il y a dans la communauté musulmane des musulmans pratiquants
qui sont des gens de qualité, de très haute intellectualité, des gens d'expérience, des gens de connaissance, des gens compétents, et on balaye tout ça d'un revers de la main comme si ces gens-là n'existaient pas, et on nous ramène un type qui a, je sais pas, encore du crottin plein les cheveux, et qui sait ni parler, ni se présenter, qui connaît quasi rien à l'islam, et c'est lui qu'on nous impose comme représentant. Pour porter le discrédit sur l'islam, il n'y a pas mieux. D'accord. On donne justement une crédibilité à une personne qui est propulsée et qui est mise en avant par une institution aujourd'hui politique qui est un peu dépassée vis-à-vis de la religion. Parce qu'aujourd'hui, on a subi effectivement des changements profonds dans la société, sur le plan sociétal et social. Et je pense qu'aujourd'hui, l'islam doit prendre toute sa place dans la société. On a près de 5 à 7 millions de musulmans en France. Aujourd'hui, vous l'avez dit, des Français effectivement de confession musulmane, mais aujourd'hui aussi des gens d'Afrique du Nord. Et moi, effectivement, et je suis pas le seul, j'en croise tous les jours des gens de tout âge d'ailleurs, qui sont extrêmement doués, intelligents, et qui aujourd'hui n'ont pas leur place dans les médias, et qui on essaie de museler la parole, justement pour éviter justement qu'ils puissent s'exprimer et donner aussi de l'envie aux jeunes qui sont aussi dans les quartiers, qui s'intéressent aussi à l'islam de près ou de loin, en tout cas d'avoir une autre vision que celle qui est aujourd'hui véhiculée à travers les médias traditionnels, qui nous envoient et qui nous renvoient des images de haine et de violence, et avec des projets, des amalgames en permanence. Abdeslam. Moi, je voulais réagir, et je suis parfaitement en accord avec ce que tu dis, Jean-Guy, d'autant plus que aujourd'hui, lorsque l'on entend un petit peu l'actualité et tout ce qui se passe dans le monde, beaucoup de gens disent que l'islam n'a rien à voir avec ça. Moi, je dis que l'islam a tout à voir avec ça, et qu'on a le devoir d'avoir des gens brillants et éminents qui ont une maîtrise, une connaissance de la religion et une maîtrise du langage pour pouvoir justement expliquer tout ça, plutôt que d'avoir des gens médiocres qui passent à la télé et qui nous font passer pour des abrutis, parce que pour le coup, les gens qui sont de confession musulmane, qui aspirent à une religiosité, se retrouvent justement face à ces médiocres et vont aller chercher l'information sur YouTube et ailleurs. Et vous savez que voilà, il y a une grande déformation sur ces médias. Alors il y a de la bonne actu. Il faut savoir faire la part de l'actualité, il y a la bonne et la mauvaise. Mais et aujourd'hui, ces personnes, ces jeunes, parce que mal orientés, parce que se retrouvent face à un intervenant médiocre à la télé, se retrouvent justement à aller chercher son info. Moi, je pense à Jamel El-Hamri, qui est quelqu'un qui est vraiment brillant. Pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas passer dans les médias ? Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Moi, par exemple, je suis très régulièrement, vendredi encore, j'étais en conférence avec Éric Geoffroy, qui est un des plus grands islamologues français, qui a une réputation internationale, qui a fait des travaux, il n'a plus rien à prouver. C'est quelqu'un d'hyper compétent qu'on ne voit jamais sur les médias nationaux. Jamais. Je crois qu'il enseigne d'ailleurs à l'université de Strasbourg, il me semble. Tout à fait. Tout à fait. On a monté une fondation Conscience Soufie, pour parler justement de toute la dimension purement spirituelle en islam. Et c'est une dimension qui est complètement évacuée des médias et qui n'apparaît jamais. Or, il y a des gens compétents, et plus que compétents en France. Dans la salle à Strasbourg, quand je suis intervenu après les événements de Charlie, j'ai dit aux gens des médias représentants, je leur ai dit, écoutez, voilà, les gens qui organisent ont mes coordonnées. Si vous voulez des gens, je sais pas, dans la politique, dans la spiritualité, dans le dogme, dans l'histoire, dans la culture, j'en connais. On peut vous les présenter. Voilà, on peut vous les présenter, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas qui inviter, on peut vous donner des noms, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais reçu un coup de fil parce que ça ne les intéresse pas. Exactement. Et donc l'idée de créer Sauto 24 s'est imposée d'elle-même. Il fallait créer donc une espèce de média, tout d'abord sur YouTube, pour commencer, comme tout le monde. Et donc la mayonnaise a commencé à prendre, puisque c'est bien fait, c'est bien travaillé, c'est bien présenté, c'est bien structuré aussi. Il y a d'innombrables interviews très intéressantes. On y apprend des choses, on y découvre aussi des personnalités, des personnages très intéressants, et qui peuvent s'exprimer dans un français très simple, mais de qualité, dans un français qu'on comprend. Et ça nous emmène aussi, ça nous emmène un petit peu en voyage. J'ai découvert des personnalités dans tes vidéos. Moi, ça me fait plaisir parce que de là, ça me pousse à aller chercher de l'info et découvrir des personnages qui étaient plus calés en islam que moi-même, qui suis musulman de naissance. Et donc, ça fait plaisir de savoir que des gens font de la recherche. Alors, la prochaine question est celle-ci, c'est concernant la ligne éditoriale de Sauto 24. Comment te places-tu? Où places-tu le curseur? De quoi on parle en majorité? Et quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a des limites? Ou est-ce qu'il y a des directions, un cap?
Il y a une direction. Alors, ce qui s'est passé, très rapidement, déjà, ça a été le nom. Pourquoi Saut 24 S-A-W-T 24. C'est la voix. La voix. Voilà. Saut, C'est la décrier, voix crier tout ce qui est et le cri. contre les préjugés et contre les amalgames. Voilà. C'est une la voix dénonciation de la ceux qui n'ont société, pas de tout ce qui est voix, mauvais dans la société. C'est pousser un cri. En fait, C'est un cri de l'amour. c'est pousser un cri pour ne pas dire un coup de gueule. Et c'était histoire de dire, à la suite de cette interview, là, enfin de cette conférence à Strasbourg, c'était histoire de dire basta, stop. Il y en a marre. C'est-à-dire que Bien le sûr. micro que vous ne nous tendez plus, on va le prendre. On va se rendre autonome. Et à mon avis, dans la communauté, on a vraiment ce travail à faire aujourd'hui, de se rendre autonome et d'arrêter d'attendre après un éventuel Papa Noël qui va nous ramener un truc tout fait, un média, etc. Alors, Il faut aller au-delà. Donc pourquoi saute pour pousser le cri? Pourquoi 24? Parce que là, il en a 12 La lettres. double shahada. Et Mohammed Rasulullah, 12 lettres. 12 et 12, 24. C'est le double Donc shahada. on reste dans notre cadre. Et cette shahada, elle est composée de 3 axes majeurs. La ilaha, qui est une négation des fausses divinités. Et donc pour nous, là, charge à nous de critiquer tout ce qui ne va pas dans notre monde, dans notre société, jusqu'à l'intérieur même de notre religion, puisque pas de langue de bois, on dit les choses comme elles sont. Illallah, c'est affirmation de la vérité. Et là, encore une fois, on va essayer d'affirmer cette vérité que l'on estime mohammedienne, c'est-à-dire universelle, et basée entièrement sur la miséricorde, sachant que le Coran dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin », le prophète est totalement miséricorde. Troisième et dernier axe majeur, Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire comment réaliser le illallah, c'est-à-dire comment réaliser dans sa propre vie au quotidien cette vérité pérenne, éternelle, immuable, universelle, et qui ne concerne non pas que les musulmans historiques, mais qui concerne tout le genre humain, quel qu'il soit. Alors, pour revenir sur le cap et la ligne éditoriale, là. Alors, ligne éditoriale après, on va pouvoir s'ouvrir sur différentes thématiques qui vont nous ramener toujours à ces 3 axes. Donc, il va y avoir par exemple des playlists sur la chaîne Saut 24. Une playlist par exemple qui va être l'histoire, une playlist qui va être la spiritualité, une playlist qui va être des entretiens parce que l'on va recevoir des gens que l'on va essayer de mettre en avant. C'est-à-dire que Saut 24, au-delà d'informer, au-delà de donner son avis, au-delà de dire ce qu'elle en pense, au-delà de donner des éclaircissements intellectuels et spirituels, elle a aussi pour but de mettre en avant justement tout un ensemble de personnes que l'on ne voit pas dans les médias et qui sont pourtant des gens de qualité, notamment Jamal Hamri que vous citiez tout à l'heure, Amslam, mais il y a aussi Ismaël Mounir, il y a Khaled Roumou, il y a Ghaleb Benchir que j'ai invité également, il y a, je veux dire, on a du monde qui vient et qui passe et qui nous permet de voir des gens, parfois jeunes, des gens comme Abdrahim Bouzelmat, la tout premier enregistrement qu'on a fait, prof de français, qui est passionné de l'Andalousie, Andalous de l'époque, qui a fait un petit livre et donc je l'ai reçu à cette occasion. C'est des gens qui ne sont pas connus et pourtant qui gagnent à être connus parce qu'extraordinaire. Quelqu'un comme Sofiane Meziani, du Nord, quelqu'un, un intellectuel sur lequel il n'y a rien à redire. C'est extraordinaire ce qu'il est capable de faire. Mais qu'on ne voit jamais. Alors justement, on va renvoyer nos auditeurs ce soir, une fois n'est pas coutume, à justement visiter la chaîne Saut 24 sur YouTube. Peut-être découvriront-ils des personnalités qui les mèneront sur les voies du savoir. Ça, c'est aussi le rôle de cette émission, hein, de vous de vous pousser à aller découvrir d'autres personnalités riches aussi en culture et en savoir, mais également aussi l'entrepreneuriat, ça vous le savez. Alors, il y a pas mal de vidéos, je vais pas toutes les citer ici, on va pas toutes les aborder. Par contre, il y en a quelques-unes qui sortent du lot un petit peu. Tu choisis donc d'inviter les personnalités que tu choisis, mais tu décides également d'aborder des ouvrages, parler d'ouvrages qui font l'actu ou pas, ou qui nécessitent peut-être une médiatisation. Alors moi j'ai été surpris. Tu as à un moment donné fait une vidéo sur, je te le disais en off, hein, sur le livre de Marek Alter qui avait écrit un ouvrage sur Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors au début de la vidéo, tu y vas, tu dis ouais, c'est un livre qu'il faut absolument acheter, il faut l'encadrer. Et là je m'épose, je me dis oh là, Slimane ce soir il vient dans mon émission, j'espère qu'il va pas partir dans un délire. Et en fait après je remets play.
Et il continue, il faut l'encadrer, il faut l'accrocher au salon. Et à un moment donné, il dit non, stop. C'est un torchon, les gars. Je vais vous expliquer. Et là, ce qui est bien pour le coup, c'est que dans une émission, on a Slimane qui a lu le livre. Donc il connaît le contenu et du livre, et à ça. côté il nous épargne ça, et de l'autre côté il apporte aussi des arguments pour déconstruire justement ces thèses qui sont complètement fausses. Alors je te laisse dire la suite. Alors je fais un encadré rapide, parce que Saute 24 existe quand même aussi grâce à Omar El-Hawari. Oui, Omar. À qui, vraiment, lors d'une conférence, je le rencontre, il a le même projet. Ouais. Et alors, toute la partie technique, qui est un boulot monstre, qu'il a fait entièrement seul, oui. Je lui dois complètement. Oui. S'il n'y a pas Omar aujourd'hui, il n'y a pas Saute 24. Omar, il est derrière pas mal de projets. C'est bien de le savoir. C'est une personne extraordinaire. Bien sûr. Et je tenais vraiment à souligner toute l'importance qu'il a dans ce projet-là. Voilà, donc pour revenir maintenant, on fait effectivement une rubrique littéraire où on fait des comptes rendus de livres, positifs ou non. Ça c'est bien. Il y en a d'autres qui attendent également, notamment Onfray, on va pas le rater non plus. Ouais. Mais Marek Alter, j'y tenais absolument, puisque porté par les éditions Lafon, auquel je relance, parce que je le dis dans mon compte rendu, s'ils n'ont pas de critique littéraire, là encore, je peux leur en indiquer qu'ils connaissent l'islam. Parce que quand on produit des torchons de ce genre, le minimum, c'est quand même d'être capable de les relire et de savoir si ça tient la route ou pas. Donc le type, il vient, il se présente comme un représentant de l'islam, l'autre Gugus là, et il nous balance un torchon dans lequel le prophète, il est adultère, il est assassin, il est voleur, il est plagiat, c'est-à-dire qu'il va faire une religion à partir de ce qu'il aura vu, notamment à partir des juifs vivant du côté de Médine, etc. Donc voilà, il y a 1 milliard d'êtres humains, 1,5 milliard d'êtres humains aujourd'hui qui sont inscrits dans le cadre d'une religion pour suivre quoi comme modèle, puisque le prophète dans le Coran il est modèle. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uswatun hasana, c'est un modèle excellent. Donc ce modèle excellent, il est assassin, adultère, plagiat, voyou, voleur, la totale. On ne peut pas laisser ça à charge à nous aujourd'hui musulmans de l'ouvrir. Je reviens sur Saute. Bien sûr. Il faut l'ouvrir, il faut arrêter de se faire piétiner comme des malpropres par des gens comme ça. Alors à l'inverse, si toi tu avais écrit un livre sur une autre religion par exemple, et puis que ça avait été un torchon, elle aurait le droit au plume et au goudron. Un résumé de mensonges. Ah, complètement. J'aurais été fouetté en place publique. Ils auraient rétabli la guillotine. Ah, complètement. D'accord. Bon, les amis, il nous reste 2 minutes avant la pub. Abdeslam. Non, mais moi je voulais juste réagir aussi. Il y a aussi des sujets sociétaux et économiques que vous abordez. À un moment, vous parliez de la solidarité du CAC 40, ouais. De l'industrialisation qui est un leurre en fait. Et vous parlez des moissonneuses-batteuses qui en fait, au-delà du fait d'être économiquement rentable, tuer le travail et que... Alors, je me dois d'être le contradicteur aujourd'hui, ce soir, mais le progrès a aussi profité, je pense, à combattre la pénibilité. Autrefois, on se tuait à la tâche dans les champs. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a perdu des emplois, mais à l'époque, les gens mouraient au travail, et qu'aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Alors en effet, il y a plus autant d'emplois, mais je vous prends parce que vous avez aussi abordé l'idée de la caissière. Le boulot de caissière n'est pas un boulot valorisant. Pardon pour les personnes qui travaillent à la caisse et qui nous écoutent, mais qui n'est pas intellectuellement enrichissant et qui est une action mécanique et d'ailleurs qui crée aussi des troubles musculo-squelettiques lorsque l'on reproduit le même geste à longueur de journée. Je pense qu'à 60 ans, on a abîmé, on a de l'arthrose. Voilà, donc le progrès. Oui, mais en réalité, tous ces métiers-là sont la conséquence de la révolution industrielle. Oui. Donc en soi, ce sont tous de l'esclavagisme moderne. Il suffit de relire Étienne de la Boétie pour l'esclavagisme, la servitude volontaire, on a tout compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, l'époque des mines dénoncée par Zola est une monstruosité, que derrière, l'on ait une industrialisation et une mécanisation du travail qui va éviter des tâches pénibles. Oui, mais c'est quelque part, encore une fois, un esclavagisme caché. Et c'est une monstruosité aussi. Pourquoi ? Parce que certes, si on vous facilite le travail, au-delà de vous le faciliter, mais qu'il vous rapporte, non, on vous met au chômage. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique
pourquoi le chômage ne sera jamais résorbé? C'est que quand on a le passage de la période rurale à la période industrielle, toute la main-d'œuvre en France en 1945, on a 80% de paysans. Aujourd'hui, on n'en a même pas 10%. Cette main-d'œuvre, elle va être résorbée. Elle est résorbée dans le secteur industriel. Or aujourd'hui, ce secteur, on est dans la post-industrialisation, ce personnel qui est dans l'industrie, où est-ce qu'on va le caser dans le tertiaire? Vous êtes pour taxer les machines? Ah mais complètement. C'est-à-dire que la machine, elle est là pour travailler pour nous et pas pour nous asservir. C'est-à-dire que demain, on fabrique une machine qui travaille à ma place à la rigueur, et je dirais encore pourquoi je suis pas d'accord, mais derrière, il faut que je puisse garder un niveau de vie décent. Or, c'est pas ce qui se fait. Alors, ce qui me semble le plus important, c'est que surtout le métier traditionnel à la base, il était un support d'initiation, c'est-à-dire qu'il était un support de développement spirituel en Occident comme en Orient. Aujourd'hui, le métier est un asservissement, un abrutissement. Mais là aussi, on va s'arrêter pour la pub, sinon on va se faire couper automatiquement. On se retrouve juste après la pause publicitaire. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, c'est toujours Fawzi pour vous accompagner jusque minuit. Deuxième invité tout à l'heure, ce sera Khadija David, candidate aux élections législatives françaises. Elle est candidate sur la 9e circonscription et elle va venir nous parler un petit peu de son parcours et de son engagement. Pour l'instant, nous sommes toujours dans la première partie de cette émission avec notre ami Slimane Reski, donc pour nous présenter sa chaîne YouTube South 24, une chaîne qui va vous permettre de découvrir des personnalités très intéressantes au travers d'interviews et de chroniques diverses et variées. Alors on parlait un petit peu de la chaîne juste avant la pause publicitaire. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter les garçons avant qu'on entame René Guénon? Non, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui était bien sur les vidéos, c'est que vous traitiez de tous les sujets, aussi bien économiques enfin, vous abordez les problèmes sociétaux, il y a l'aspect religieux, voilà, il y en a pour tout le monde et en fait, c'est très instructif et moi j'apprécie beaucoup cet aspect pédagogique où justement vous donc prenez le temps d'expliquer quelque chose. Est parfaitement adéquat, hein. C'est une voix qui résonne pour une voix qui résonne. Alors résonne dans le sens résonance, oui. Et le deuxième résonne, c'est la raison en fait. Voilà, c'est l'acquisition de la raison. Et j'ajouterais de plus, moi en tant que musulman francophone, je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui de pouvoir avoir ce type de médias, en tout cas à notre disposition. Ça permet en tout cas de véhiculer une autre image que celle qu'on a en tout cas en permanence dans les médias traditionnels. Je le disais au début de mon intervention, et ça me semble important aujourd'hui. YouTube est un excellent vecteur de communication et il est regardé en permanence et au-delà du temps, c'est vraiment intemporel et donc c'est vraiment intéressant en tout cas de pouvoir recueillir de la science, recueillir de l'info à travers ce type de médias et je pense que c'est une très bonne chose et il mérite en tout cas d'être reconnu et reconnu comme tel. Alors, c'est ce qu'on espère. C'est pour ça qu'on demande aux gens de s'abonner, puisque s'abonner à un flux permet d'avoir une visibilité et un écho, et plus on aura d'écho, et plus on aura de force. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça c'était la partie des personnalités encore vivantes que vous recevez sur la chaîne, etc. Par contre, il y a des personnalités qui nous ont quittés depuis bien longtemps. Par exemple, René Guénon. Alors moi, je connaissais absolument pas, excusez-moi de mon manque de culture ce soir, mais je suis entouré de trois gros cerveaux. Abdelwahed Yahya. Voilà. Alors c'est qui René Guénon, Slimane? Très difficile à cerner. Pour moi, ça a été la révélation de ma vie. Je dis très souvent qu'il m'a sauvé la vie. Parce que le petit voyou que j'étais dans les cités nord de Paris, quand il avait son mal-être existentiel, que les drogues sont arrivées, etc., celui qui m'a tiré de ce marasme, qui est descendu me chercher là où j'étais, ça a été bien évidemment Dieu, mais par la main de René Guénon, qui est l'auteur, le producteur d'une œuvre tout à fait exceptionnelle, qui a su mettre les mots exacts sur les mots que je ressentais, donc les mots MOOTS sur les mots MAUX, que je ressentais, qui me brûlaient de l'intérieur. Il a su mettre les mots exacts. Quand j'ai lu notamment La crise du monde moderne, tout d'un coup, tout est devenu très clair. Alors René Guénon, né en 1886,
en novembre 1886 à Blois. Il va monter à Paris. Il est, on a des traces déjà de quand il a 18 ans, toute la jeunesse de son œuvre, elle est déjà présente. C'est-à-dire que son œuvre, elle est déjà maîtrisée, elle est déjà possédée. Il va la donner déjà dans des cercles parisiens alors qu'il a à peine 20 ans. Et c'est quelque chose déjà d'inné qu'il a chez lui, parce qu'il est déjà pris très tôt par des problèmes de santé importants qui l'empêchent de poursuivre des études supérieures. Et donc très tôt, effectivement, il est repéré. Et donc voilà, il écrit et il véhicule effectivement son expérience et en tout cas ses connaissances à travers ses ouvrages. Ah oui, mais c'est tout à fait exceptionnel parce qu'on peut se demander, là on est face à un cas exceptionnel dans le sens où il parle plus de 10 langues, doit en parler 13 couramment. Ça va de l'arabe à l'hébreu, au latin, au grec, à l'anglais, à l'espagnol, etc. Il parle 13 langues couramment, le chinois, le sanskrit, etc. Donc il va connaître les différentes traditions d'Orient et d'Occident sur le bout des doigts, correctement, impeccable dans la langue d'origine. Donc il va exposer sur le taoïsme, il va exposer sur le brahmanisme, l'hindouisme, il va exposer sur l'islam, le judaïsme. Et à chaque fois, il n'y a rien à redire. Même quand on a affaire à des maîtres de la tradition concernés, il n'y a rien à redire sur ce qu'il dit. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas. Donc on se demande, mais où a-t-il pu avoir une connaissance aussi vaste et aussi juste, aussi profonde, aussi claire? Il a un sens de la primordialité, de l'universalité qui sont totalement exceptionnels. Et alors, le clou, c'est que il est complètement indépendant. D'ailleurs, je le mets au dos de mon livre, tome 1 sur Guénon, une citation qui dit « Nous ne sommes le serviteur de rien ni de personne, si ce n'est de la vérité ». Et toute son œuvre respire cette citation, c'est qu'il est libre. Il a publié 17 ouvrages, hein. Donc alors, 10 à titre posthume. Ouais, tout à fait. Non, enfin, 17 plus 10. 17 plus donc 10. 27. Voilà, 10 à tout titre posthume. à fait. Il y a un ensemble de posthumes et qu'on est en train de revoir, puisqu'en fait, par le biais de son fils, c'est Abdelwahid Yahya Guénon fils, qui a créé une fondation avec ses sœurs, donc les enfants de René Guénon, et qui s'est entouré de certaines personnes et de moi entre autres. On est en train justement de rééditer les œuvres avec une petite annexe à la fin, ce qui nous permet de revenir par rapport aux originaux de son époque, d'avoir un texte qui soit réellement fidèle. Et secondo, par le biais d'une petite annexe tirée en grande partie de ses correspondances, on explique un peu la jeunesse du livre. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est fait appeler Abdelwahid Yahya? Il s'est converti à l'islam à un moment donné ou c'est 1910. D'accord, ok. Alors en 1910, Comment sachant encore une fois qu'il faut vraiment préciser ce qu'on doit entendre par islam, puisque là, on va revenir à un héritage mohammedien du prophète qui est celui en fait de la tradition primordiale. C'est-à-dire que lui, quand il se convertit à un islam avec un I majuscule. Alors bien évidemment, il va en respecter le dogme et le culte. Il va prier, il va jeûner, il n'y a pas de souci. Par contre, dans cette mentalité, lui, l'islam étant synonyme de tradition primordiale, c'est l'unique tradition tout au long du cycle humain. D'accord. Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans le Coran, quelqu'un comme Abraham va être qualifié de musulman. Les apôtres du Christ vont être qualifiés musulmans. On voit dans l'entourage de Moïse des gens qui vont être qualifiés de musulmans. Donc là, de quel islam parle-t-on? Un islam avec un I majuscule, qui est vertical, universel, qui est universel, qui est la voie... Dans le Coran, on le retrouve sur Dinul Qayyim, Dinul Hanif, on le retrouve à de nombreuses reprises. Alors, vous avez écrit également un ouvrage sur René Guénon. Oui. Alors, un ouvrage sur l'homme, un tome 1 qui est consacré à l'homme. Là, en ce moment, je suis en train de finaliser le tome 2 sur l'œuvre. Et il y aura un tome 3 sur les suites à sa mort, qu'est-ce qui s'est passé. Pour une personne qui voudrait justement découvrir René Guénon, vous recommanderiez quoi comme livre pour commencer en fait? Qu'il lise déjà mes livres, puisque si j'ai écrit, c'est justement pour ça. Dans l'ordre. C'est pour conseiller justement aux gens différentes lectures. Alors je conseillerais dans l'ordre. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre la structure de l'œuvre de René Guénon. C'est la structure de son œuvre, c'est la structure de sa vie, et c'est la structure de Saut de 24 en fait. Alors. Toute la première partie de sa vie, quand il monte à Paris et qu'il commence, comme tu le disais Jean-Guy tout à l'heure, à écrire, en 1909,
en commençant par le démiurge, il va commencer à porter une critique sur une société qui est sclérosée et qui est dominée, notamment dans le domaine de la spiritualité, par ce qu'on va appeler les néo-spiritualismes, donc l'occultisme, le théosophisme, le spiritisme, enfin toutes les élucubrations où on faisait bouger des tables, où on était en communication avec des morts, etc. Tout ça, pourquoi ? Parce que depuis le 19e siècle, le christianisme a quitté le champ de l'ésotérisme et de la spiritualité et l'a laissé vide et a permis à ces néo-spiritualistes de s'installer. Donc première partie de sa vie, il s'attaque à tous ces mouvements qu'il va considérer qui sont des déviations complètes, qui mènent à l'impasse, qui mènent même à une anti-spiritualité qu'il va même qualifier de contre-initiation. La deuxième partie de sa vie, c'est quand il va partir en Égypte, quand il est à cheval sur les deux, entre ses dernières années parisiennes et ses 2 premières années au Caire, il va écrire le pan de son œuvre métaphysique qui correspond à Illallah, c'est-à-dire à l'affirmation de la vérité unique. Il meurt au Caire d'ailleurs. Il meurt au Caire, il reviendra jamais. Il meurt au Caire en 51, je crois. C'est ça. Voilà, 7 janvier 51. Ouais. Et la troisième partie de son œuvre, qui est vraiment celle du Caire, c'est tous ses écrits sur l'initiation et la réalisation spirituelle. Alors voilà pourquoi South 24 est intéressante, hein, mesdames et messieurs. Si vous avez l'occasion d'y aller ce soir ou alors dans les jours qui arrivent, South 24, une chaîne YouTube. Alors je répète, SAWT 24, parce que souvent South, les gens savent pas trop comment écrire. South 24, SAWT 24 comme 24. Alors c'est une chaîne où vous allez pouvoir retrouver des interviews de personnalités, d'auteurs, de littéraires, etc. Et il y a aussi plusieurs rubriques comme les interviews, les portraits, ce que tu disais également aussi, apporter une espèce de compte rendu à un livre que tu aurais lu. Alors parfois il nous épargne de lire des torchons et c'est très bien, parfois il nous encourage à en lire d'autres et c'est aussi très bien. Alors il y a quelque chose moi qui me tient à cœur, c'est comment est-ce que toi Slimane, avec cet outil South 24 qui invite des intellectuels en majorité, des gens qui ont un très haut niveau de spiritualité aussi, et des intellectuels, encore une fois je le répète, comment est-ce qu'on fait pour s'intéresser ou faire intéresser cette chaîne à des jeunes qui aujourd'hui sont baignés dans la culture du jetable, du Koh-Lanta, des émissions de télé-réalité, etc. Alors, comment leur expliquer qu'en fait finalement ils sont peut-être descendants de personnes très intelligentes et qu'il faut qu'ils reviennent aux sources. Voilà. Alors il faut en fait contrebalancer un discours actuel. Et pour ça réclame du temps et des moyens. On a déjà beaucoup raccourci les formats de nos enregistrements où on est souvent entre 5 et 10 minutes maximum. Oui. Alors après, on en a qui sont plus longs par nécessité. L'important reste la qualité du contenu. Maintenant, on a besoin d'être effectivement connu et ça doit passer par nous au niveau de la communauté. Il faut savoir le bouche à oreille déjà la meilleure question de réseau en fait. Parce qu'il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas porté. On a été par exemple contacté par Google pour booster les vidéos, on vous donne des crédits pub machin et tout, et en fait ils se débrouillent tout le temps pour que ce soit irréalisable. Alors sur le papier on vous donne la lune, et dans la réalité du terrain c'est pas possible, il y a toujours un problème quelconque, donc à la fin on va même plus à leur réunion, on va même plus à rien du tout, et on fait les choses nous-mêmes en espérant que la qualité de ce qu'on fait finira par payer, par exemple en passant là dans ton émission, on sait pertinemment qu'on va toucher pas mal de monde, donc cette jeunesse on a envie de la toucher par plusieurs moyens. D'abord par un discours de vérité qui va rétablir des vérités. Par exemple, dénoncer le fait qu'on instrumentalise le mariage du prophète avec Aïcha pour le traiter de pédophile, alors qu'on sait pertinemment, il y a des études de qualité qui ont été faites, et on sait pertinemment que Aïcha n'avait pas 9 ans. Aïcha avait entre 19 et 21 ans. Ouais. C'est noir sur blanc, on a de nombreuses études de très grands noms en islam. Et c'est là où je te rejoins, c'est que les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas l'information n'écoutent simplement que ce que leur racontent les mass médias
ou alors les chers Google, ouais, pour faire passer le prophète pour autre chose que Alors, que ce qu'on nous, sait. le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on est pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on est pris entre un discours laïcard qui va par exemple mettre en avant, voilà, le prophète, c'était un pédophile, c'était quelqu'un de guerrier, l'islam c'est la religion de l'épée, la façon dont il a traité les juifs, les Banu Qaynuqa, les Banu Quraïza, les Banu Nadir, etc. Alors que tout est faux, hein. Mais tout est faux. Moi, je me charge à moi et à tous ceux qui en ont capacité de dénoncer et de démontrer historiquement avec des faits historiques, preuve à l'appui par des grands théologiens, des grands historiens comme Tabari, comme l'Asqalani, comme Suyuti, comme etc. Charge à nous de le faire. Maintenant, encore faut-il avoir un média qui va porter, que ces jeunes puissent nous entendre. Or, beaucoup de jeunes ne nous connaissent pas. Or, ce que l'on a besoin justement, c'est par le biais des abonnements et par le biais du bouche à oreille, c'est de soutenir, entre autres Saut de 24, mais pas seulement, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui font des choses très intéressantes. On n'est quand même pas les seuls à savoir faire quelque chose, qu'on estime au moins correct à notre niveau, mais c'est d'avoir une écoute, de s'abonner, puis de suivre justement des médias dans lesquels il y a des gens de qualité, des gens intelligents et des gens qui viennent ramener des choses comme information, qui viennent contrebalancer toute la désinformation. Exactement. On a par exemple, nous, des invités comme Mustafa Cherif, ancien ministre algérien de qualité intellectuelle, engagé depuis plus de 40 ans dans le discours notamment interreligieux. Chroniqueur chez Liberté. De l'apaisement, etc. Mais on a besoin justement de porter un message avec force. Abdeslam. Alors, Slimane, moi j'ai une question à vous poser, mais en fait, la réponse est dans ma question, puisqu'on abordait tout à l'heure le fait que l'on ne puisse pas passer dans les médias, et plutôt que de chercher à passer dans les médias, construisons ces médias. Et c'est ce que vous avez très bien fait. C'est exactement ça. C'est nous, la réflexion, elle a été simple. C'est le micro que l'on ne veut pas nous tendre, on va le prendre nous-mêmes. Oui, c'est ça. Voilà, on n'a pas du sang algérien pour rien non plus. Donc on va le laisser parler, ce sang. On a une maîtrise technique, on est capable de le faire. Oui, complètement. Et puis on est des combattants dans l'âme. Moi, mes grands-parents, père, grand-père, arrière-grand-père ont combattu contre la colonisation. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On va combattre intellectuellement parce que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, l'encre du savant est plus noble que le sang du martyr. Mes grands-parents ont combattu par le sang. Moi, je combattrai par l'encre. Mourir pour une cause est plus simple que de se battre pour celle-là ? Oui, de toute manière, une vie n'a de sens que quand on est capable de la sacrifier, quand on a compris pourquoi et pour qui la sacrifier. Jean-Guy. Oui, une intervention rapide. Quand on connaît pas le Coran, quand on connaît pas la Bible, quand on connaît pas la Torah, la seule façon de pouvoir connaître ces livres sacrés, c'est en tout cas de s'y intéresser et de pouvoir les lire. Quand on est effectivement voilà, quand on s'intéresse de près donc à la religion, d'un point de vue général, d'un point de vue culturel et culturel, en tout cas en lisant le Coran, on en sort automatiquement changé et grandi. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une méconnaissance en tout cas de notre jeunesse par rapport à ce que peut donner, en tout cas de ce que peut apporter en tout cas une lecture comme le Coran. Voilà, ça c'est juste un avis personnel, mais je pense qui mérite en tout cas d'être étayé. Alors, si tu me permets 2 secondes là-dessus, je voudrais rebondir justement. C'est que je pense qu'il faut faire attention quand même. Il y a, dans la Surat al-Baqarah, il y a dans le Coran un passage qui dit Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. C'est-à-dire que le Coran par lui-même, il égare et il guide. C'est-à-dire qu'il va être un miroir de nos dispositions. Et que si Allah dit par exemple Allah égare les égarés, c'est-à-dire qu'à un moment donné la disposition que l'on a est très importante dans le rapport que l'on va avoir avec la religion, l'intellectualité, le livre, etc. Or, pour l'avoir de façon saine, ce rapport, il y a des valeurs, parce que pour moi c'est quand même important de comprendre que aujourd'hui, pour beaucoup d'occidentaux, de gens vivant en Occident, quel qu'il soit, on a un rapport à la vie, on a un rapport au sens de la vie, et donc au contenu des livres sacrés, religieux, qui n'est plus dépendant d'un apprentissage que l'on n'a plus, parce qu'on ne fait plus les écoles coraniques et on ne connaît plus les textes, mais qui est dans un rapport avec des vertus prophétiques, et notamment les vertus cardinales et centrales, que sont la liberté, la paix, l'amour, la justice. Tant qu'on a le sens primordial en soi de ces valeurs, on s'en sortira toujours parce que c'est ce que véhiculent ces écrits. Le hadith par exemple, le prophète qui dit la chose la plus précieuse pour un croyant est, par la grâce de son Seigneur,
de se rendre indépendant des hommes. Donc là, on est vraiment dans la notion de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté, de la paix. Ça, c'est central. Quand on a ça en soi, on a le Coran en soi. Alors qu'à l'inverse, on peut avoir une très bonne connaissance des Écritures. Si on n'a pas ces valeurs en soi, on n'a pas les bons repères, on n'a pas les bons vecteurs et les bonnes lignes directrices. Et en fait, le Coran peut devenir un motif d'égarement. Je partage votre avis, mais à mon sens, aujourd'hui, en tout cas, ce qui manque, en tout cas, en tant que citoyen français de confession musulmane, c'est, quand on s'intéresse de près au Coran, c'est l'interprétation du Coran. Parce que le Coran peut, d'une certaine façon, on peut se dire c'est simple à lire, mais c'est surtout très difficile à comprendre. Et quand on n'a pas les bons intervenants, en tout cas en face, en tout cas les bons savants, les bons érudits, en tout cas les bons intellectuels, en tout cas pour pouvoir nous expliquer quels sont les réels sens des mots qui se trouvent dans le Coran, on est vraiment égaré. Entièrement d'accord. J'ai fait dernièrement une vidéo dans laquelle le terme aura, qu'on appelle les parties intimes, où on s'aperçoit que 10 personnes faisant partie des prédécesseurs des salafs ont des interprétations différentes sur un même terme. Je critiquais même une traduction qui disait les parties honteuses, alors que c'est quand même les parties avec lesquelles on procrée et on prend du plaisir. Donc oui, aujourd'hui, on a besoin de gens qui soient capables de revenir, de prendre des décisions courageuses. Aujourd'hui, en 2017, sans qu'on ait réellement le besoin de se référer aux avis d'il y a 15 siècles. Et pourquoi tout à l'heure je disais qu'on est pris entre le marteau et l'enclume, c'est qu'on a un courant laïcard qui nous tombe dessus dès qu'on bouge, et de l'autre côté, on a un courant saoudien qui, à coup de pétrodollars, nous donne des interprétations à tomber par terre. Et donc on est pris entre ça. Moi l'autre fois je fais un enregistrement critique d'une personne. Ah oui, l'islam modéré, il a même pas de djellaba, donc ce qu'il dit c'est nul. Donc en fait pour dire des choses intelligentes il faut avoir une djellaba. Mais la djellaba et la barbe aujourd'hui jusqu'au genou, c'est pas un symbole de sagesse pour ce que je sache pour l'islam. Et aujourd'hui être bon les Arméniens disent si la barbe était signe de sagesse, les chèvres seraient toutes sages. Aujourd'hui j'ai pas la prétention en tout cas d'être meilleur qu'un autre, mais aujourd'hui pour moi effectivement être bon musulman, c'est en tout cas être bon croyant dans un premier temps, c'est de respecter un des 5 piliers de l'islam, ça me semble important, mais c'est aussi dans son quotidien avoir un bon comportement et donc l'amour d'autrui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure effectivement dans les concepts un petit peu de la création de SAUT 24. Moi j'aurais une question en tout cas par rapport à votre projet, en tout cas qui mérite encore une fois, je dis bien d'être connu et reconnu. Qu'est-ce qui manque selon vous aujourd'hui pour pouvoir être encore beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus mis en avant par sur la scène nationale, en tout cas et beaucoup plus connu, et donc d'avoir effectivement une audience plus importante de la part de notre jeunesse, parce qu'aujourd'hui notre jeunesse c'est l'avenir de demain et ça me semble important aujourd'hui. Si on était à l'époque du franc, je vous aurais dit notre pote Pascal, le fric. C'est le nerf de la guerre, ou comme dit un ami, le nerf de la paix. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, quand vous avez un message que vous voulez médiatiser, les médias sont entre des mains. Il y a une belle vidéo sur YouTube qui tourne depuis un moment. Il y a grosso modo 8 grandes fortunes qui tiennent tous les médias français. Il y a peut-être des mécènes qui nous écoutent. 10 médias. Alors faisons appel. Moi pour SAUT 24, j'ai besoin d'aide également parce qu'on a beaucoup de boulot. Faut monter, faut diffuser, faut charger, faut etc. Faut planifier oui, aussi alors je reprends. Mais il faut aussi, il y a des mécènes. Écoutez, soyez les bienvenus. On a besoin d'argent pour justement développer tout ça, payer des monteurs, payer des cadreurs, payer tout un tas de... J'entends tout ça, mais dans ce cas-là, si effectivement vous avez les moyens financiers de pouvoir vous développer et d'atteindre le public escompté, c'est aussi d'une certaine façon derrière de prendre le risque de perdre cette liberté de parole que vous cherchez effectivement à maintenir et à garder. Ah non, parce qu'aujourd'hui je ne fais pas de concession sur ma liberté. C'est-à-dire que quand on veut m'aider financièrement à développer ma ligne éditoriale, oui. Il faut une adhésion éditoriale. Voilà, faut qu'on soit en accord. Mais si par contre on vient me dire alors ça non, et puis tel invité non, et j'aimerais que, etc. Écoute, bonhomme, tu restes chez toi. Voilà, ciao bambino, tu restes chez toi, voilà. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, c'est presque la fin de cette émission. Merci beaucoup, Slimane, d'avoir accepté mon invitation. Bon vent à SAUT 24, et puis j'espère que ça va connaître un super développement. On l'espère. On va te suivre de près, et puis s'il y a des gens intéressés à participer à l'aventure de SAUT 24, pourquoi pas. Alors il y a une page Facebook également. Exactement. Ils peuvent nous contacter par ce biais. Et de surcroît, ce que je veux vraiment affirmer, c'est notre
liberté de ton et pas de langue de bois. On l'entend. C'est ce à quoi on tient le plus. Et donc, à partir de là, comme dit le Coran, Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. C'est-à-dire que maintenant, ce message, qu'il ne soit pas entendu ou quoi que ce soit, je dirais, nous, on aura fait ce qu'on peut, on aura fait ce qu'on doit, le reste n'est pas entre nos mains. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ok, barakallahu fik, Slimane, d'être passé. Et Slimane, Abdeslam et Jean-Guy, vous restez autour du plateau. Nous allons recevoir en deuxième partie Khadija David. On va parler politique ce soir. Elle est candidate aux législatives françaises sur la 9e circonscription. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, sur 106.1 FM à Amiens et toute sa région. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, bienvenue à vous et merci de nous écouter à Amiens. On vous fait un gros big up et puis je n'oublie pas nos amis du Havre également. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Khadija David, donc je suis heureux de vous avoir sur ce plateau pour nous parler de votre candidature aux législatives françaises qui se dérouleront du 4 au 18 juin prochain sur la circonscription 9 qui englobe donc le Maghreb mais aussi certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ce qui représente un total d'approximativement 150 000 voix, on va dire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci à vous de me recevoir. Mais écoutez, c'est très gentil. On vous a repéré sur les réseaux sociaux. Puis Abdeslam m'a parlé de vous et puis je me suis dit bah oui, c'est vrai. On s'est déjà croisés sur un plateau. Nous, on a eu l'occasion de débattre ensemble sur un sujet de quartier d'ailleurs. Absolument. Alors, dans votre dossier de presse, qui au passage, je signale, est très bien fait, très simple à lire, donc on a toutes les infos qu'on cherche, vous vous présentez, vous expliquez que vous avez débuté dans l'associatif sportif et l'humanitaire. Tout à fait. Alors, est-ce que cela vous aide aujourd'hui à mieux comprendre vos concitoyens que vous espérez peut-être représenter et connaître un petit peu plus leurs aspirations et apporter des réponses adéquates à leurs attentes, on va dire? Oui, alors moi c'est vrai que je suis une ancienne sportive de haut niveau. Je fais de la gymnastique depuis l'âge de 3 ans. Et ensuite j'ai fait un sport assez atypique en France qui est du baseball. Donc j'ai été présidente d'une association de baseball sur Noisy-le-Grand. D'accord. Donc c'est pour ça que là effectivement j'ai commencé l'associatif sportif là-dedans. J'ai été aussi prof de gym et juge national de gymnastique. Donc ensuite moi j'ai créé 2 associations, l'une qui s'appelle Agir pour changer les choses, donc qui travaille sur la laïcité et le fait religieux. Et la deuxième qui s'appelle l'association Les Démocrates Franco-Marocains. Donc pour promouvoir en France la culture marocaine et en France et au Maroc la culture française. Très bien. Alors vous êtes diplômé d'une école de commerce, vous avez intégré de grandes sociétés, on va pas les citer mais bon, il y en a quelques-unes, et vous dites y avoir eu l'occasion d'être dans l'échange permanent. C'est ce qui manque un petit peu en politique aujourd'hui. Ça va peut-être vous rajouter une corde supplémentaire à votre arc. Ah bah tout à fait. L'échange permanent. L'échange permanent, notamment avec les concitoyens, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir quand même, c'est une classe politique qui est déconnectée des citoyens. Les programmes aujourd'hui des uns et des autres ne sont pas faits avec les citoyens. Moi, juste pour parler de la 9e circonscription, les Français que j'ai eu l'occasion de rencontrer toute la semaine dernière, la dernière fois où ils ont vu des politiques, c'était aux élections de 2012. Donc là, ils commencent à arriver. Ouais, ça date. Voilà, ça date. Donc effectivement, les candidats qui puissent aller dans les ambassades ou les consulats vont avoir certaines informations, mais n'auront pas accès à la totalité de nos concitoyens établis à l'étranger. Bah oui, c'est clair. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes candidate aux législatives sur la 9e circonscription. Donc je le rappelle, c'est le Maghreb et puis quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça représente 150 000 âmes. Et vous représentez donc la liste de notre ami Régis. Olivier Régis, aimer la France. Oui, qu'on a reçu eu l'occasion de recevoir. L'occasion de rencontrer, partager un certain nombre de choses également. Voilà, aimer la France, donc c'est le parti. Et finalement, il jette l'éponge pour la présidentielle. Oui, tout à fait. Voilà, il n'a pas eu assez de voix. Donc aux dernières nouvelles, il appelait en tout cas lui-même à voter Macron. À voter Macron. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter sur cette circo
précisément elle? Alors moi, pourquoi sur cette circonscription? Déjà parce que j'y ai une attache. Je connais très bien le Maghreb. Enfin, j'ai toute ma famille qui est au Maroc, parce que mon père a émigré en France dans les années 60 et il est venu tout seul avec ma mère. Donc je connais très bien le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal et le Mali. Et effectivement, c'est une population, ce qu'on pourrait appeler les oubliés de la République. Il y a 4 catégories de Français. Vous avez les Français de France, vous avez les Français d'Europe, vous avez les Français d'Amérique du Nord et vous avez le reste. Voilà. Donc moi, dans ma vie de tous les jours, je m'occupe déjà d'une certaine population oubliée, qui sont les quartiers en politique de la ville. Et donc pour moi, c'est la circonscription où effectivement je me sens le plus utile et où je peux apporter effectivement certaines compétences. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les attentes de ses concitoyens de la 9e? Alors oui, ils ont beaucoup de problématiques. Oui, parce que effectivement, nous de France, souvent quand je dis que je me présente pour la députation des Français établis à l'étranger, beaucoup me disent mais pourquoi faire? Tout va bien. Tout va bien, ils ont de l'argent, c'est des expatriés. Oui, enfin sur cette circonscription, c'est 19% des 150 000 qui sont expatriés. Donc qui arrivent avec un contrat français, un salaire français, tout est géré par l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas effectivement des 81%. D'autres qui sont effectivement donc avec une double nationalité, parce que sur la circonscription, en général, entre 50 et 60% des Français établis dans ces pays ont une double nationalité. Donc les problématiques, en tout cas, de ces circonscriptions en général, c'est tout d'abord l'éducation. Clairement. Donc on a quand même un réseau français qui est mondialement connu. On a un des réseaux d'ailleurs les plus développés. Si on prend les chiffres depuis 10 ans, on a une augmentation de 30% des élèves. Mais à côté de ça, on a une augmentation d'environ 45% des frais de scolarité. Donc on a vu effectivement les dotations de l'État baisser au fur et à mesure. Donc on a effectivement les expatriés, eux, n'ont aucun souci pour pouvoir scolariser leurs enfants dans les établissements français, ce qui n'est pas le cas effectivement des modestes. Donc vous avez beaucoup de familles qui aujourd'hui n'ont pas les moyens, n'ont pas accès aux bourses pour pouvoir mettre leurs enfants dans les établissements français. Donc si je vous prends par exemple l'exemple du Maroc, sur le Maroc on a 32 établissements français et 4 établissements homologués. Vous avez 34 000 élèves qui fréquentent ces établissements, dont 60% de Marocains. Donc pas de doubles nationaux, pas de Français, 60% de Marocains. Donc 40% de Français, de 40% voilà, français. De Français, ce qui sous-entend que les autres sont obligés d'aller dans les écoles locales. Donc c'est vrai que ça peut poser problème après pour la poursuite des études supérieures, notamment en France. D'ailleurs, je pense qu'il faut tordre le cou aux idées perçues, où on est persuadé que tous les expatriés sont des gens à fort revenu. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des familles modestes qui ne perçoivent pas de bourse. Tout à fait. Donc vous, concrètement, demain vous êtes député. Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors moi, ce que je proposerais en tout cas, c'est qu'il faudrait qu'on favorise un partenariat avec les écoles locales et l'agence de l'éducation des Français de l'étranger. Et il faudrait en fait qu'on crée des filières françaises au sein de ces établissements-là. Comme ça, l'État français n'a plus l'investissement à mettre sur la table, mais a juste les enseignants du réseau à mettre à disposition de ces établissements. Donc là, déjà, ça permettrait de réduire les frais. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, l'octroi des bourses sur cette circonscription est assez opaque et c'est vraiment les plus modestes. Alors qu'en France, la classe moyenne bénéficie, elle, de bourses. Donc effectivement, quand vous avez 3 enfants et que vous arrivez à 7 000 € de frais de scolarité par an, ça commence à chiffrer. Donc il faudrait revoir aussi cette grille d'accès à la bourse. On encourage moins les expatriés à poursuivre leurs études de ce fait? C'est compliqué. Vu le système actuel, en tout cas. Alors, le système actuel est assez particulier. C'est-à-dire qu'on fait le primaire, on fait le collège, on fait le lycée, et ensuite, les familles françaises doivent renvoyer leurs enfants en France pour pouvoir poursuivre leurs études supérieures. Donc il y a très peu d'universités et c'est vrai que moi je pensais effectivement de pouvoir créer dans ces pays-là des filières post-bac et effectivement pour que l'État n'ait pas à débourser parce qu'aujourd'hui on peut pas se leurrer, l'État n'a plus d'argent
il faudrait effectivement faire un partenariat privé-public et voir effectivement avec les entreprises françaises établies dans ces pays, moyennant peut-être une baisse d'impôts ou des investissements moindres, pouvoir eux investir dans un système universitaire. Pourquoi pas Jean-Guy peut-être? Alors moi je vais certainement vous surprendre, moi je suis français, donc originaire d'Amérique du Nord, d'une archipel qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon, donc juste à côté du Canada et des États-Unis, donc je connais relativement bien cette problématique, pour l'avoir vécu dans mon entourage relativement proche. Moi j'ai plusieurs questions comme ça qui me taraudent l'esprit et sur lesquelles je souhaiterais avoir un élément de réponse, tout en sachant que j'imagine que c'est pas forcément simple pour vous d'y répondre ce soir. On va essayer. On parle souvent des Français qui vont à l'étranger effectivement pour pouvoir étudier. On parle effectivement des frais de scolarité qui peuvent être très élevés. On parle pas forcément des frais qui comptent à côté, c'est-à-dire que l'hébergement, le logement, le transport. Et donc moi je m'interroge sur la nature de vos prochaines actions, si toutefois vous veniez à être élu, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, pour pouvoir essayer de mettre en œuvre justement un vaste projet ou programme, en tout cas pour permettre justement aux familles modestes, donc que ça soit dans les pays du Maghreb, ou sur circonscription sur laquelle vous allez sur laquelle vous allez intervenir, les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre, en tout cas pour pouvoir y réussir, en tout cas pour permettre à ces jeunes aujourd'hui issus de familles modestes de réussir, parce qu'effectivement vous le dites très bien, ils vont pouvoir avoir les aides au départ, mais à un moment donné les aides vont être coupées pour je ne sais quelle raison. Et donc alors on peut avoir tout un tas de projets quand on est étudiant, mais à un moment donné si on n'a pas si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, on est vite limité dans son envie d'aller creuser, en tout cas, et d'aller mettre et faire des efforts là où c'est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire, ou je sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, alors vous parlez plutôt de la poursuite des études en France. Oui, poursuite des études en France, mais poursuite aussi des études, par exemple, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, parce qu'on sait que l'Algérie aujourd'hui est un pays en fort développement, dans lequel il y a un certain nombre d'entreprises françaises et internationales qui ont fait le choix d'investir dans le domaine des télécommunications, dans le domaine des infrastructures publiques. Ce sont des pays qui se développent, sur lesquels il y a une richesse aussi culturelle, artistique, sportive. Vous êtes des sportifs de haut niveau, et donc vous savez très bien comment ça se passe. Et donc on a aussi des jeunes issus de nos quartiers populaires aussi, qui sont aussi issus des pays d'Afrique du Nord, donc qui font le choix à un moment donné aussi, par amour aussi de leur pays. C'est le cas pour moi qui suis originaire d'Amérique du Nord, et donc je garde dans le coin de ma tête aussi cet amour de mon pays et de ma ville, de mon archipel. Mais voilà, à un moment donné ils peuvent faire le choix aussi, ces jeunes, l'envie d'investir, vous voyez ce que je veux dire, d'aller pourquoi pas suivre un certain nombre d'années d'études là-bas sur place, d'être en immersion dans leur pays, mais aussi de recueillir aussi un certain nombre de besoins et de financement local. C'est-à-dire que aussi aider avec un député de l'étranger qui peut l'aider aussi avec les moyens économiques nécessaires sur place pour pouvoir étendre ou créer un projet. Justement. Mais pour rejoindre ton propos, Jean-Guy, pas de système universitaire, ça veut aussi dire que lorsque l'on a des parents expatriés, avec qui on part à l'étranger, vivre, s'enrichir d'une culture. Là, on parlait du Maroc. Gardons cet exemple. On va vivre au Maroc des années. On est en primaire, au collège, et d'un seul coup, ces enfants se retrouvent expatriés, pour le coup, qui sont obligés de quitter leurs parents, qui ont fait le choix de travailler et vivre au Maroc, et se retrouvent en France, tels des étrangers, et complètement lâchés, sans aucune attache, je sais pas, mais c'est quand même quelque chose de difficile. Pourquoi ne pas justement permettre à continuer ce cursus et permettre à ces élèves-là d'être dans l'universitaire et peut-être même profiter au pays qui les a justement vu grandir, où justement ils pourraient s'impliquer économiquement, pouvoir créer une entreprise ou autre, ou apporter leurs compétences et leurs connaissances, et choisir, tout comme leurs parents, de vivre dans ce pays à l'identique des gens qui ont migré de l'Afrique du Nord vers la France. Utiliser justement cette transversalité, ce pont en tout cas entre les deux pays, et en tout cas pour pouvoir produire de... Je pense, mais objectivement, qu'à 18 ans, une fois qu'on a eu notre bac, on ne sait pas encore vraiment vers quelle structure on veut aller. Est-ce que, effectivement, on va aller vers une formation professionnelle? Est-ce qu'on veut aller à l'université? On n'est pas encore à l'âge adulte. Après, c'est vrai que ces pays-là, quand même, l'Afrique, c'est un vivier de développement. Il y a une forte croissance. Surtout l'Afrique. Surtout l'Afrique. Donc, il y a des créations d'entreprises. Il y a des entreprises qui viennent s'implanter. Donc, ces enfants, ces jeunes adultes n'ont pas forcément envie d'aller en France.
Eux, ils ont envie de continuer au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, et après créer leur entreprise ou effectivement trouver du travail sur place. En tout cas, là, on leur laisse pas le choix. On leur laisse pas le choix. Ils sont obligés de repartir en France. Moi, ce que je veux, c'est qu'on leur laisse le choix. C'est-à-dire qu'à 18 ans, soit effectivement je décide d'aller en France et je poursuis un certain cursus scolaire, soit effectivement je reste dans mon pays, c'est mon pays. Enfin, ils ont beau être des Français établis à l'étranger, et le Maroc, pour eux, c'est leur pays d'adoption. Non, mais c'est bien d'avoir Khadija sur le plateau ce soir, parce qu'en fait elle a un son de cloche que nous on peut pas percevoir ici, parce qu'on connaît pas. On vit en France, on vit ici, et bon, on consomme ici, etc. Et on va à l'école ici aussi. Mais c'est vrai que de l'autre côté, la problématique est perçue différemment. On peut avancer un petit peu. J'aimerais bien maintenant que vous nous parliez de votre programme. Quels sont les différents axes majeurs du programme? Et puis après, si vous voulez développer certains points, ça pourrait nous éclairer un petit peu plus. Bien sûr. Alors moi, je voulais juste pour finir vraiment sur l'éducation, oui, ou Jean-Guy, ou même vous autour de la table. C'est vrai que juste il y a 2 mois, il y a eu une polémique, notamment déjà au Maroc, sur la fermeture des filières professionnelles. Donc après que les proviseurs et les enseignants ont fait grève et ont dit que c'était hors de question de fermer ces filières, effectivement, il y a un moment, il faudrait réfléchir aussi à l'apprentissage, les formations professionnelles. Tous les enfants, tous les jeunes adultes ne sont pas faits pour faire un bac S ou un bac L. Sure. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, on leur donne pas la possibilité de choisir et d'être en phase avec leurs ambitions. Et ça, c'est dommage. C'est le cas également en France. Oui. Il y a une réelle problématique, en tout cas, sur l'alternance et sur la possibilité qu'on peut offrir, que l'on peut donner aussi aujourd'hui aux jeunes, ici de nos quartiers, toujours pareil. Tout à fait d'accord. Moi, je suis juste un parent engagé, donc que ça soit au lycée, on est en collège ou en élémentaire. Et je le vois quotidiennement. On a des réunions de parents d'élèves. Il y a un décrochage scolaire parce qu'aujourd'hui, les enfants, voilà, quand on les pousse à poursuivre leurs études et qu'ils ne sont pas nécessairement faits pour poursuivre leurs études et qu'ils sont plus manuels qu'un télo, à un moment donné, c'est pas pour non plus jeter l'huile sur le feu, mais ils ont les potentiels, ils ont les capacités de pouvoir produire quelque chose d'intéressant. Et moi j'aime, et c'est déjà un exemple que j'ai repris par le passé dans ce type d'émission, c'est que j'aime donner cet exemple, c'est que tous les ans il y a le Consumer Electronics Show à Las Vegas qui met en avant, en tout cas, toutes les dernières technologies. 25% des entreprises sur place sont des entreprises françaises, souvent issues de nos quartiers populaires, des jeunes qui ont du talent, qui ont du potentiel. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle de nos quartiers qu'en négatif. On ne parle que des 5% des personnes qui, effectivement, ont un problème avec la société ou sont délinquants, etc. Mais il y a une certaine richesse. Enfin, moi, je suis issu du 93, voilà. 65% de la population est issue de la diversité. Donc, quand on prend le temps d'écouter cette population, cette jeunesse, en tout cas, qui ne demande qu'à s'exprimer et en tout cas, qui a envie de réussir, voilà. Après, il faut montrer l'exemple en plus haut lieu. Ouais. Au niveau de la diversité. Qui nous écoute. Voilà, et qui nous écoute. Que le message soit entendu en tout cas. C'est ça. Parce que ce que vous disiez justement dans votre dossier de presse, c'est que vous avez déclaré vouloir favoriser l'équité et la parole à ceux qui n'osent pas. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas prendre la parole. Qui n'osent pas. Et moi j'ai bien envie de dire aussi qu'on ne souhaite pas entendre. Parce que là-haut, dans les grands salons et dans les couloirs des bureaux, ils ne veulent pas entendre des voix comme la vôtre ou comme des gens qui ont vraiment de vraies propositions à faire. Ben justement, c'est tout l'intérêt, en tout cas moi, de partir en tant qu'indépendante. J'ai ma liberté de parole, je ressemble aux citoyens lambda, je ne suis pas partisane. Pour moi, il faut prendre ce qui est bon à droite, ce qui est bon à gauche. Vrai pragmatique. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je pense aujourd'hui que les gens aussi en ont marre. Il y a le gouvernement de gauche qui arrive, on retire tout ce qui a été bien fait à droite. Il y a le gouvernement de droite qui arrive et retire tout ce qui a été bien fait de gauche. Enfin, je sais pas, quand il y a des choses qui fonctionnent, ce qui est intéressant, c'est l'habitant et c'est le citoyen. Et c'est le peuple, tout à fait. Donc moi, je pense que justement, une candidature indépendante et hors des partis, ça permet justement de bien relayer les problématiques des citoyens. Moi, je suis à leur écoute. Enfin, j'ai passé toute la semaine dernière au Maroc, à Casa et à Rabat, à les rencontrer, et j'ai eu des discussions passionnantes. Et effectivement, eux ne se sentent pas écoutés. Est-ce qu'ils avaient l'air surpris de vous voir arriver, ou est-ce qu'ils ont l'habitude de voir d'autres candidats qui sont différents de vous, par exemple? Alors, en indépendant, ils n'ont pas l'habitude. Moi, les premières questions, c'est
comment vous faites pour l'argent? C'est oui. la question. Le budget. Alors, je dis, bon, le budget, c'est moi. Donc, effectivement, j'ai pas le budget du PS ou des LR ou de n'importe quel autre parti. Donc, j'y vais avec mes moyens. Après, moi, en tout cas, je les ai trouvés très contents de rencontrer une candidate indépendante. Parce qu'on tient à peu près le même discours. C'est-à-dire que moi aussi, aujourd'hui, quand j'entends la classe politique, Oui, on n'y comprend plus rien. on n'y comprend plus rien, et puis ils nous ressemblent pas. Ouais. Ils nous ressemblent pas. Oui, alors vous avez parlé d'argent, je vais faire la transition avec la fiscalité. Aujourd'hui, lorsqu'on va s'installer dans les pays du Maghreb, je pense à la Tunisie, je pense au Maroc, à l'Algérie, et que fiscalement, on doit de l'argent ici en France et en même temps là-bas parce qu'on y travaille. Vous avez une proposition, je crois. Oui, j'ai lu parce sur que votre programme. en fait, le problème, c'est que quand la personne part effectivement travailler, alors pas les expatriés, parce qu'eux continuent à payer l'impôt sur le revenu en France, mais quand par exemple vous partez puis vous trouvez Installé effectivement un poste au local, vous payez des impôts. Mais vous payez aussi les impôts français de l'année N-1. La double peine. Voilà, vous avez la double peine. Donc en fait, moi ce que je proposais, c'était d'étaler le paiement des impôts sur les 2 premières années où on s'installe dans un pays étranger. Mais attendez, je vais m'installer au Maroc. Oui. Je trouve un travail là-bas, Oui. je paye mes impôts là-bas. Oui. Mais je continue à payer aussi des impôts sur ce que je gagne au Maroc, ici en France? Non, vous payez vos impôts de la N-1. Parce que nous, on paye nos impôts. Aujourd'hui, vous payez vos impôts de 2016. Oui, mais je les paierai une fois et puis après... Mais quand vous en payez 2 fois la même année, Oui, d'accord, mais ça je peut veux- faire mal. Donc c'est D'accord. juste au moins un étalement, notamment pour les familles les plus modestes. Oui, Voilà. oui, c'est une bonne C'est au moins idée. que cette possibilité de Ouais, ouais. pouvoir étaler, Ouais. parce qu'on sait jamais. Vous partez, vous payez 9 000 euros d'impôts. Vous arrivez dans votre nouveau pays, on vous en demande 3 000. Ça fait 12 000 euros d'une année. Vous êtes en pleine année d'installation. Le Ouais. logement, ça peut être compliqué pour Ça fait certaines beaucoup, familles, ouais. sans compter qu'effectivement, nous, ici, on a l'école gratuite, ce qui n'est pas le cas là-bas. D'accord. Donc, en moyenne, c'est 4 000 euros par an, par enfant. Donc, ça rajoute au budget. École privée. Déjà, une Oui. question qui n'était pas prévue, mais que je vous pose quand même. Quand, Je vous en prie. quand vous êtes au Maroc et que les citoyens français savent que vous êtes d'origine marocaine, est-ce que ça les rassure, le fait de savoir que vous connaissez bien le Maroc, que vous connaissez bien le Maghreb? Oui, Et moi, en en quoi tout cas, ça quand peut- je les ai rencontrés, effectivement, culturellement, mais pour moi, qu'on soit du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie, on a la même Ça culture. n'importe pas de connaître Voilà. le pays dans lequel vous allez pouvoir mieux les représenter, par exemple? Vous les représentez en France. Donc l'intérêt, c'est vraiment de connaître leurs problématiques au Maroc, en Tunisie les autorités et en françaises. Algérie avec les autorités françaises. Après, effectivement, le député des Français établis à l'étranger, sa mission, elle est surtout, effectivement, d'une part à l'Assemblée nationale. Bah oui. D'ailleurs, Et- le précédent député a jeté l'éponge, il se Pour représente Yahya pas. Amri-Chahi, tout à fait, il se représente pas, donc, mais il a un digne, successeur, ouais. qui est Didier Lebret. Pour qui c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné parce que notamment, alors je ne veux pas parler que du Maroc, mais là vous venez de m'inviter Ouais. et donc j'ai pas eu encore l'occasion de voir tous les pays. Mais en tout cas, les Français du Maroc sont très déçus du quinquennat de Hollande et notamment de sa promesse du vote des Français. Qu'est-ce qu'il avait promis? Il avait promis en Le droit de France vote que des le droit de vote étrangers, des étrangers. Oui. Et en sachant qu'au Maroc, Sur les élections locales. et en sachant qu'au Maroc, la constitution marocaine prévoit la réciprocité. Donc, si la France permettait aux Marocains établis en France de voter, le Maroc permettait aux Français Français de voter, ouais. établis au Maroc de voter aux élections locales. Local, oui. Tout à fait. Voilà. Donc, et là, pour eux, ça a été une promesse grande, de voilà, campagne qui une- n'a pas été respectée. tout De à droite, fait, quoi. une grande déception. Et puis après, il y a aussi l'augmentation de la fiscalité sous le gouvernement de Hollande. Est-ce que les Français de l'étranger représentent un poids pour les politiques ici en France? Si vous prenez toute la population des Français établis à l'étranger, sur la zone, là, on est à 150 000, mais on n'est pas loin des 2 millions Ouais, Inscrits. et quelques, ouais. inscrits. D'accord. Parce que vous en avez certains qui vivent 6 mois. Mhm. Il faut vivre 6 mois et un jour pour être Ouais. inscrit au réseau consulaire. Mhm. Bon, est-ce qu'on peut parler du programme? On avait posé la question, après on est parti à droite à gauche. Non, mais bon. Allez. Effectivement, donc juste pour rebondir sur la fiscalité, effectivement aujourd'hui les Français qui ont un bien en France sur les revenus immobiliers et notamment quand ils vendent sur la plus-value, ils sont taxés des cotisations sociales. Mhm. Et moi j'en propose la Ils suppression. sont taxés ou exonérés? Ah non, ils sont taxés. Ils D'accord. payent des taxes sociales. Et moi je suis pour la suppression pour la bonne et simple raison, c'est que les Français établis à l'étranger n'ont pas
accès à l'action sociale française. Bah oui. Donc pourquoi les taxer sur quelque chose dont ils n'ont pas le droit? Pour être solidaire avec le reste. Il faut être effectivement solidaire avec le reste. Mais Sauf que eux, lorsqu'ils sont dans la difficulté, Ouais. là on abordait les familles modestes On en demande qui toujours ne plus, perçoivent en fait. pas de bourse. Donc eux cotiseraient pour financer les bourses des... je suis pour la solidarité nationale, mais je suis aussi pour l'équité. Et en fait, participer à cet effort et en même temps être en capacité de la percevoir parce que faible revenu et au final ne pas la recevoir, il y a quand même une grande injustice. et là l'injustice est grande. Ah Donc, oui. après, il y a un deuxième point aussi qui moi me semble important, c'est effectivement donc les Français qui sont établis à l'étranger, qui ont une résidence secondaire, enfin qui ont une résidence en France, sont taxés. Leur résidence est taxée en tant que résidence secondaire et non en tant que résidence principale. Mais jusque-là, c'est Donc normal, taxé en tant que tel. Alors pour moi, non, pas forcément. Alors, dites. Moi, je vous donne un exemple. Moi, je suis franco-marocaine. Si demain, je décide, mes parents l'ont fait, mes sœurs l'ont fait, je l'ai pas encore fait, mais si demain je décide d'acheter un bien au Maroc, le Maroc considère que c'est ma résidence principale. D'accord. Donc vous Donc elle n'est payeriez pas taxée. deux résidences principales. Tout à fait. Enfin, la France ne reconnaît pas la résidence marocaine et le Maroc ne reconnaît pas la résidence française. D'accord. Alors que là, les personnes sont françaises, ont un bien et sont taxées en tant que résidence secondaire. Mais les parlementaires, les 577, Oui. moins 1, puisque je pense que le député des ressortissants français à l'étranger en a conscience, mais il n'y a pas de proposition de loi qui est présentée justement pour réparer cette erreur. Rien n'a été fait par votre prédécesseur. Non, Enfin, je souhaite que ce soit malheureusement, votre prédécesseur. malheureusement, oui, j'espère aussi. Ouais. Mais malheureusement, le PS n'a déposé aucune loi en ce sens et je trouve ça dommage. Parce Donc pour eux, c'était quelque chose de juste en fait. Alors, dans les programmes, pour se faire élire, vous aurez toujours la proposition. Mais à côté de ça, les actes, C'est il y en pas a suivi d'acte. Non, D'accord. c'est pas suivi d'acte et je trouve ça dommage parce que c'est voilà, la France est contente que des étrangers investissent dans l'immobilier En France. français et les propres Français qui sont à l'extérieur, éventuellement, effectivement, pour la poursuite des études de leurs enfants, d'avoir un bien Ici en France, oui, oui. c'est important. Ben, on les taxe. Et Parce en que plus, c'est sous considéré Hollande, comme résidence secondaire. parce que c'est considéré comme résidence donc secondaire. plus- Moi, je trouve ça injuste. Ouais. Moi, personnellement, voilà, Enfin, pas logique non pas, plus. pas logique. Ouais. Voilà. Donc après, c'est une mesure. Mais vous voyez, justement, je vais revenir sur l'indépendance, mais le fait justement de faire partie d'aucun parti, je pense que les 11 députés des Français de l'étranger, plus les sénateurs, quand justement vous n'êtes ni de droite ni de gauche, c'est plus facile pour travailler ensemble. Et je pense que des lois portées à 11, c'est plus facile qu'une loi portée toute seule. Ouais. Oui, c'est clair. On va s'arrêter un court instant pour de la pub et puis on revient juste derrière. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM à Clermont-Ferrand et toute sa région. Nous sommes avec la future députée. Khadija David est avec nous ce soir pour nous présenter son programme. Allez, on va s'étaler un petit peu plus sur le programme de Khadija David. Candidate indépendante, on peut dire ça? Ah Voilà. bah, totalement. Et allez, totalement. Yallah, quoi. À vous. Oui, L'action sociale, l'action l'administration. sociale, bah oui, parce que Action sociale d'abord. oui, action sociale. Alors, quand on est effectivement établi à l'étranger, donc il n'y a pas de sécurité sociale française, il y a la caisse des Français de l'étranger. Donc, effectivement, les tarifs ils sont très élevés. Mais ça fonctionne comme la Sécu? Ça fonctionne comme la Sécu. D'accord. Effectivement. Par contre, très peu de personnes peuvent y prétendre parce que les tarifs sont prohibitifs. Mais Ça, alors, mais c'est comment ce qu'on ça, peut dire. ça fonctionne? C'est prélevé sur votre salaire ou alors vous Ah cotisez? non, non, vous cotisez. Ah, d'accord. Vous cotisez. Et donc, effectivement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on adapte les tarifs en fonction des pays. Et Avec des effectivement, cautions peut-être. avec des cautions, parce que là-bas, pour le coup, il n'y a pas la CAF, donc les Oui. cautions familiaux n'existent pas. Oui. Et en y relevant les seuils de remboursement. Je vous donnais un ordre d'idée. Moi, j'ai rencontré des personnes au Maroc qui ne peuvent pas cotiser à la caisse des Français de l'étranger, qui peuvent pas se soigner. Enfin, en tout cas, quand ils se soignent, ils n'ont aucun remboursement. Et quand ils viennent en France, ils n'ont pas non plus de carte vitale. Bah oui, bah oui. Donc, c'est comme ça que je vous disais tout à l'heure, il y a différents types de Français.
Pour moi, vous êtes français, même quand vous revenez sur le territoire français, on doit pouvoir Alors vous que sur soigner. les frontons des mairies, il est noté égalité. Et Fraternité. manifestement, l'égalité n'est pas respectée. Elle n'est pas forcément respectée, tout à fait. Bah, donc, moi, je prends l'exemple des timbres postes. Que l'on envoie une lettre aux Antilles ou qu'on l'envoie à l'autre bout de Paris, on paye exactement le même prix du timbre. Donc, et là, le principe d'égalité est le même sur tout le territoire et pas que la métropole. Et là, pour le coup, sur l'aspect santé, on Il y a est une pas. partie de la population qui est lésée. Tout à fait. Ouais. Et c'est pas une petite, c'est pas une Ouais, petite c'est une grosse partie. partie. Ouais. Enfin, moi, les personnes que j'ai rencontrées la semaine dernière, elles sont tout un groupe de femmes en plus qui, effectivement, arrivent à la soixantaine. Donc, les tarifs sont plus du tout les mêmes. Mais si je comprends bien, en fait, Oui. les 150 000 voix dans votre circon ont à peu près le même problème. À part les 19% d'expatriés. Voilà. Pour moi, Donc il reste 80%. il reste 80%, en sachant quand même que vous êtes sur une circonscription où il y a 90% d'abstention. Eh oui, mais si... Le député a été élu avec 8000 voix. Mais parce qu'ils ne 8 sont 000. pas représentés. Oui, c'est Ouais, ça, oui, c'est ça. 8 à 10 000. Ouais. 16 000 votants. Mais s'ils veulent obtenir quelque chose dans le sens justement du remboursement de leurs soins, etc., il va falloir qu'ils aillent voter. Tout à fait. Donc maintenant, ça c'est mon travail de leur expliquer à C'est quoi pas sert un l'équivalent député. d'une commune. C'est même pas l'équivalent d'une Ouais, commune, hein, c'est 150 000. Enfin, Non, mais les prend 8 deux 000 communes. votants. Alors, ouais, les 1000 Oui. votants, en fait, 8 000 c'est. votants, ouais. C'est- Mais en tout cas, c'est très bien parce que vous nous apprenez plein de choses qu'on ignorait. Et du coup, pour les gens ce soir qui nous écoutent, éventuellement qui voudraient peut-être s'expatrier ou alors vivre à l'étranger, eh bien, peut-être réfléchir à deux fois. C'est le moment de réfléchir. alors, oui, réfléchir et notamment réfléchir effectivement à ce qu'ils partent en expatrié ou est-ce qu'ils partent effectivement pour travailler au local. Vous allez au Maroc, par exemple, je pense que ça doit être la même en Tunisie, en Algérie. Vous travaillez sous un contrat de travailleur étranger et c'est un CDD. Vous n'avez pas de CDI. D'accord. Moi, j'avais une question à Khadija. petite idée. Justement, lorsque l'on est comme ça amené à travailler à l'étranger, notamment, je vais vous prendre l'exemple de l'Algérie, Oui. pour le coup que je connais bien, qui représente géographiquement 4 fois et demi la France. On n'a pas des consulats partout. Non. On doit faire 500 kilomètres Oui. pour une démarche administrative. Oui. Vous avez une proposition? Bah oui, moi justement, en fait, pour faciliter les relations entre l'administration et les Français établis dans ces pays, parce que c'est vraiment une question qui revient très souvent. Ouais. C'est de créer un guichet virtuel où effectivement aujourd'hui tout le monde a internet dans tous ces pays-là. Aujourd'hui, c'est pas un souci. Et Et pas que des chameaux et des tentes, hein, il y a aussi Internet. même le chameau peut capter. Ah oui, si. Le Wi-Fi En wifi. Les chameaux 4G. Il y a des chameaux 4G. Donc, mais effectivement, donc par exemple, l'inscription au consulat, aujourd'hui, il faut se déplacer. Ouais, On c'est pourrait dommage. très bien réfléchir à avoir un site, sur le site par exemple du ministre des Affaires étrangères, une partie privée où on peut effectivement s'inscrire au consulat en ligne, n'ayant pas à faire ces 400 km. On pourrait aussi avoir un carnet de santé numérique. Vous parliez tout à l'heure justement des 90% d'abstentionnistes. Oui. On pourrait permettre aussi, via ce guichet unique, justement de permettre aux gens de voter aussi Oui. en sécurisé Oui. via ce site privé lié au ministère des Affaires étrangères. Justement. Je suis plus, tout à fait d'accord avec vous. Ça permettrait effectivement aux gens, en tout cas, d'aller vers le vote, parce qu'aujourd'hui, on peut pas parler de crédibilité ou de légitimité, en tout cas pour un député des Français de l'étranger, quand il a 8000 votants. Ou, Il n'y a pas de légitimité. Mais on l'a Voilà. aussi ici au local. oui, on est d'accord. Quand on a des villes de 50 000 habitants et que vous avez 70% d'abstention, C'est d'accord. J'ai connu. voilà, on en a tous Ça revient au connu. même. Ça revient au Ça, même. ça Bien revient sûr. au même. Après, effectivement, le vote électronique, en 2012, a été plébiscité sur toute la circonscription. Il y a 2 mois, le ministre des Affaires étrangères a décidé de le supprimer de peur d'attaques russes. Alors que la dématérialisation est inscrite à l'agenda 21, où justement l'idée Oui, c'était d'accord. d'arrêter de produire sûr. du papier Bien sûr. et de. Ouais, il faut espérer que pour la COP22 au Maroc, en tout cas, que cette idée, cette bonne idée ingénieuse, en tout cas, revienne au goût du jour et qu'elle soit en tout cas mise en avant. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, numériquement, on peut faire tout un tas de choses. Moi, j'ai pensé aussi à une partie en accès public, pour le coup, avec un annuaire des organisations administratives par pays, un annuaire des entreprises françaises implantées dans les pays, un calendrier des événements organisés par pays pour que les Français puissent aussi se déplacer, et un site d'offres d'emploi par pays.
Bien. Donc ça, c'est pas compliqué, il me semble, à faire. Non, très bien. Mais c'est vrai qu'on pourrait tout rassembler sur le même site et ça permettrait effectivement aux Français déjà de se sentir... Et puis en proactivité, je pense que le consulat et l'ambassade sont capables... Maintenant, il y a les mails, donc à la moindre information, les listes consulaires, ils les ont. Bien sûr. Donc c'est pas un souci. Donc, Et beaucoup ne savent pas qu'ils ont un député. beaucoup ne savent pas. Là, justement, quand j'y suis Ah, allée, d'accord. très peu de gens ont été capables de me donner son nom. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient vu il y a 5 ans et que depuis... Oui. Voilà. Alors, il revenait le vendredi où moi je partais. Ouais. Donc tout le monde disait, bon, bah c'est bien, il est venu pour faire ses adieux. Donc, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas choisi la meilleure... Enfin, c'est une des circonscriptions les plus Ah, difficiles. bien, bah oui. À l'heure actuelle, on est 11 candidats, 3 femmes. Donc chaque grand parti politique, en tout cas, a mis un candidat entre guillemets de poids. Et il manque encore de candidats puisque En Marche n'a pas mis encore de candidats et puis le Front National non plus. Et si vous le proposez, En Marche, si En Marche vous proposez d'être son candidat, vous le sauriez, vous le feriez? Sous certaines conditions. D'accord. Gardez Parce ma... qu'Olivier Régis, lui, a rallié Macron. Ah oui, mais ça reste Olivier Régis. D'accord. Moi, je suis Ouais, mais Khadija Khadija, David. elle aime la France, donc aimer la France. Moi, j'aime la Ça lui France. correspond. Voilà, Mais- je suis bien aimer la France. Je trouve que c'est très joli. Et puis, Et elle souhaite surtout faire battre le cœur de la France comme faire battre le cœur de l'Afrique. mais pourtant, notre avenir se joue en Afrique. Hein, je le dis Ouais. souvent. Ah, Parce c'est que la pas France faux. a perdu une certaine assise dans ces pays-là. Hein. Vous allez même au Sénégal, au Mali, etc. Vous avez beaucoup la communauté libanaise aujourd'hui Oui, qui bien est sûr. installée. Au Maroc, il y a de moins en moins il y a toujours effectivement des affaires qui sont faites entre la France et le Maroc. Mais le Maroc, c'est beaucoup plus tourné vers l'Afrique. Oui, mais c'est peut-être le Niveau moment dommage. aussi. bancaire et téléphonique, oui. C'est peut-être le moment aussi de rompre avec la France-Afrique telle qu'on la connaissait, Bien sûr. pour avoir des échanges gagnant-gagnant, avec voilà Sur des un échanges pied d'égalité. équitables, exactement, et pas du tout dans la spoliation des biens des Africains. Ça, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut pas venir en disant nous on vous donne ça. C'est de l'investissement et c'est du donnant-donnant. Absolument. Parce que effectivement, il faut rompre avec ce système et j'ai pas envie qu'on m'offre des costards à 13 000 euros. Ah, moi, je voudrais bien. Ou des montres à 10 000, c'est ça. Khadija, alors, l'essentiel de votre communication autour de votre candidature Oui. va se faire du côté du Maroc ou plutôt ici, plutôt là-bas, hein? Alors, elle allez va se faire ici, elle va se faire au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et puis au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce que c'est quand même pas mal de pays à sillonner. Expliquez-nous un petit peu votre démarche pour vous faire connaître, pour sortir un petit peu du lot. Oh bah écoutez, moi j'ai un programme qui est assez clair. J'ai pris le temps quand même de rencontrer des associations locales. J'ai pris le temps de discuter avec des retraités, des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs, des entrepreneurs. Et j'ai essayé justement de caler le programme le plus proche des problématiques qui m'ont été données par ces Français. Après, je vous dirais, c'est comme un commercial, hein, faut frapper aux portes. Là, je suis partie au Maroc, j'ai frappé aux portes des associations, elles m'ont toutes ouvert leurs portes. Elles ont toutes été... les personnes que j'ai rencontrées ont été charmantes. Elles étaient contentes de me raconter leurs problématiques. Moi, j'ai commencé un peu à réfléchir avec elles en disant ce qui était possible, ce qui n'était pas possible de faire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des candidats qui vous font 20 propositions, dont 15 propositions dépendent du régalien, des ministères et du gouvernement. Donc, faut pas oublier, il faut pas leur vendre du rêve non plus. Mais c'est ce que font les politiques d'aujourd'hui. Hein. Voilà, on peut pas leur vendre du que du rêve. Moi, si j'entends demain un candidat dire je milite pour la gratuité des frais pour les Français établis à l'étranger, c'est pas vrai, il ne pourra pas le faire. Ça coûterait des milliards par an, on n'a plus les moyens de le faire. Donc il faut repenser les finances Comme le publiques. revenu universel. Joker. Après, le revenu universel marche, semble-t-il, dans des pays nordiques. Après, Ouais. je ne suis 100 pas milliards par an. Je ne suis pas sûre que... Je pense qu'on est assez bien doté en action sociale pour le coup en France pour qu'on ait à rajouter un nouveau Alors, vous avez dispositif. Vous avez également été délégué du préfet dans le 93. Est-ce que cette fonction vous permet aujourd'hui d'avoir une plus-value? Je connais Non. bien l'administration française. D'accord. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs préfets. Ouais. Je connais bien le monde politique, Ouais. sans pour le coup y avoir participé avant aujourd'hui et ma candidature. Mais je connais les rouages de l'administration, donc je sais comment ça fonctionne. D'accord. Donc Donc- vous savez ce qui est
permissible Ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce qu'on peut demander et ce qu'on peut peut-être obtenir et ce qu'on ne pourra jamais obtenir. On ne pourra jamais faire. Vous avez cette lucidité-là que certains n'ont peut-être pas. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je mentirais pas. Je voudrais pas qu'on. Voilà, moi aujourd'hui, ce que je reproche aux politiques, c'est de nous vendre du rêve et. Que du rêve. Que du rêve. Ben non, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut être clair avec les personnes, leur dire voilà, aujourd'hui, l'administration peut permettre ça. Et elle ne peut pas permettre d'autres choses. Donc après, il faut effectivement, faut réfléchir faut se dire qu'aujourd'hui la France est en faillite entre guillemets. Donc il faut trouver d'autres modèles. Je pense que avec ces pays-là, avec ces 16 pays-là, il y a des modèles à penser. Donc après, il faut qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on discute et qu'on voit ce qui est possible de faire. Parce que je pense que le député, effectivement, des Français de l'étranger, a aussi un rôle à jouer auprès des autorités locales. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous subissez des pressions? Est-ce que vous avez subi des pressions? Non, pas spécialement. Et puis, moi, quand j'ai décidé d'aller si j'ai une idée en tête, j'y vais. Et voilà, je suis quelqu'un de direct et entière. Vous lâchez pas l'affaire? Non. Même si demain je dois faire 1 ou 2%, j'aurais fait mes 1 et 2%, mais j'aurais été en tant qu'indépendante. Et j'aurais fait mes idées. Après, moi, je pense qu'une fois que j'ai rencontré les personnes et ils le sentent que je suis à leur écoute et que je connais quand même l'administration. Ouais. Donc, ils ont cette écoute-là avec moi qu'ils n'ont pas avec les politiques, qui écoutent d'une oreille et qui pensent déjà à ce qu'ils vont dire à côté. Moi, je ne vais pas faire de carrière politique. Je pense que là où vous pouvez vous démarquer en tout cas des autres, c'est par rapport à votre expérience en tout cas de terrain. On dit toujours que l'expérience n'est qu'une lanterne sur le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Mais en même temps, le fait d'avoir parcouru le terrain dans Seine-Saint-Denis où on sait très bien ce que c'est d'être en Seine-Saint-Denis, en tout cas d'y vivre et d'y travailler. On sait très bien que c'est pas forcément évident tous les jours et simple tous les jours, mais en tout cas votre légitimité vous l'avez aussi en étant du terrain avant tout, avant d'être politique de la ville. Tout à fait. Vous l'avez eu acquise donc sur le terrain à la rencontre des jeunes de nos quartiers qui ont effectivement aujourd'hui qui sont les plus en difficulté. Elle connaît très bien le terrain. On a eu l'occasion de croiser le père concernant les problèmes sociétaux et j'ai pas de doute avec toi, mon ami. J'ai pas de doute. Je peux te dire qu'elle connaît très bien son. Non, je connais vraiment les populations en difficulté. Donc effectivement, ces populations-là sont pas en difficulté telles que celles qui sont dans le 93, mais elles ont quand même un manque de reconnaissance de l'État français. Elles sont pas écoutées, et dans ce sens-là, elles ressemblent beaucoup aux populations de nos quartiers. Elles sont surtout isolées, éloignées en tout cas de Paris et de l'administration centrale. Moi, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit voilà, on est parti au consulat parce que effectivement, on avait un gros problème financier. Le consulat, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est vous avez de la famille en France, appelez-les pour qu'ils vous envoient de l'argent. Je suis désolée. Nous, à la préfecture, on a ce qu'on appelle la charte Marianne, qui est une charte d'accueil. Elle doit être aussi applicable dans les consulats et les ambassades. C'est quoi la charte Marianne? C'est une charte d'engagement des services publics, un accueil de qualité, d'écoute, de respect. D'accompagnement de l'usager. Voilà, moi j'ai entendu des choses du consulat et de l'ambassade. Je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas parler comme ça. C'est quand même une représentation. Vous rentrez dans une ambassade ou un consulat, c'est comme si vous étiez en France. On peut pas vous permettre de dire ou vous êtes marié avec un franco-marocain, c'est votre choix. Vous êtes marié avec un franco-marocain, donc la France peut rien pour vous. Je pense qu'après, encore une fois, tout est une question de moyens et de ressources. Si on mettait les moyens et les ressources là où elles doivent être mises et non dans des projets qui ne servent à rien, en tout cas des projets inutiles, on arriverait, je pense, à produire de belles choses. Et en tout cas, si les moyens, en tout cas, de certaines villes de France, par exemple, étaient mis dans certaines villes, en tout cas d'Afrique du Nord, il pourrait y avoir de belles choses en tout cas. Alors, je risque de pas me faire d'amis en vous disant ça, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, le personnel consulaire vient de France. Il y a des Français qui cherchent du travail dans ces pays. Ils sont en capacité de pouvoir répondre aux besoins. C'est juste. Complètement. Et justement, prenez-les là-bas localement. Moi, je trouve qu'il faut les prendre localement parce qu'effectivement, quand on vient de France, il faut appréhender la culture. C'est quand même la culture d'un pays, même si c'est un pays francophone. Il y a des us, des coutumes, etc. Et je pense effectivement que ce qu'on pourrait appeler des parachutages en politique, c'est parachutage administratif. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du retour en France ? Oui. Parce que le retour en France, c'est une question qui est très très peu... D'ailleurs, aucun des candidats ne part du retour en France. Alors que quasiment tous ceux qui ont eu l'occasion d'habiter des années à l'étranger sont revenus en France et ont eu l'impression de ne plus être dans leur pays. Concrètement, l'administration prend son temps pour l'inscription
pour les impôts, pour la sécurité sociale, au niveau des écoles, Les CAF. la CAF. Ils ne connaissent pas forcément Leurs droits. l'accès aux droits, tout à fait. Ensuite, l'accès au logement. Aujourd'hui, L'inscription dans les établissements scolaires. oui, et puis l'accès au logement. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'un logement, même si vous gagnez bien votre vie, il faut 2 garants. Ces personnes-là, elles ont travaillé dans un autre pays. Et quand elles arrivent pas à trouver de logement. Donc on pourrait très bien réfléchir à un moment à ce que l'État se porte garant sur une certaine somme de ces personnes qui ont travaillé à l'étranger. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas forcément faire de politique en disant cela, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a un conseil ministériel qui est en charge justement des questions voilà, d'insertion et d'égalité des chances, en tout cas, et justement de permettre aux jeunes qui viennent de l'étranger, en tout cas qui ont suivi un certain nombre d'années d'études ou de vie dans des pays à l'étranger, en tout cas pour pouvoir revenir et s'insère à nouveau sur le plan social et sociétal en France, en tout cas par rapport à des aides justement du point de vue de la scolarité, mais également des aides au logement, des aides au travail. Donc voilà, bon, je sais que c'est pas forcément connu. Va voir en Guyane, parle-leur de l'égalité des chances. Tu verras ce qu'ils vont te dire. Oui, en ce moment, oui, bien sûr. Ouais. 1 milliard, c'est en tout cas insuffisant au regard Bien sûr, de leur réel besoin à la place. Tout est insuffisant. Et quand on regarde, je viens d'un territoire, Abdeslam, où on a connu la crise pendant de nombreuses années et on n'a pas eu d'aide ou très peu d'aide de la métropole, où on avait des limitations des zones de pêche, notamment au Canada, où on avait des bateaux étrangers qui venaient pêcher et donc le respect des zones de pêche n'était pas là. Donc et derrière, bon voilà, on a connu aussi une période de crise aussi liée à du chômage. Enfin, c'est un peu comme partout, on pourra en débattre pendant des heures. Mais où l'administration centrale aussi n'a pas apporté son regard et n'a pas mis les moyens et les ressources là quand c'était nécessaire. Non, mais après c'est compliqué, mais il faut pas oublier quand même que les Français établis à l'étranger sont des Français à part entière. La France s'arrête pas à ses frontières. Et je pense que justement, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Ouais. Oui, bien sûr. Les amis, c'est presque la fin de cette émission. Je vais demander à Khadija David de nous donner ses coordonnées, peut-être, pour ceux qui veulent aller vous voir sur Internet, votre site, par exemple. Oui, tout à fait. Facebook, alors, j'ai un site Internet, www.khadijadavid2017.fr. Vous pouvez me suivre sur Facebook. J'aime bien vos lunettes sur Facebook. Elles sont magnifiques, ouais, ça fait fashion. J'ai 2 sites, j'ai Khadija David et Khadija David 2017. La candidate, oui. Voilà. Où là, pour le coup, il n'y a pas les lunettes de soleil. Ouais, mais ça va bien. Donc voilà, j'appelle effectivement à ceux qui On peut souhaitent vous poser des questions directement sur Facebook et tout. Tout à fait, j'y répondrai avec grand plaisir. Bien au contraire. Pour moi, si je pouvais faire un conseil citoyen des Français de l'étranger, je pense qu'il me ferait le programme le plus en adéquation avec leurs besoins en moins d'1 quart d'heure. Donc au contraire, moi qui me vois comme une organisez aussi candidature. un meeting sur votre page Facebook. Oui. Un truc live. Un net meeting. Un net meeting, oui, il y a plein de choses à faire parce que c'est vrai que c'est une campagne. Même si vous visitez tous les pays, vous pouvez pas y être 24 heures sur 24. C'est pas possible. Ouais. Donc et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi pour ceux qui souhaitent soutenir ma candidature de faire un petit don de 5, 10, 15, 20 euros comme vous voulez. Donc vous avez toutes les coordonnées sur mon site internet. Et pour ceux qui ont les moyens de se payer des costards à 13 000 balles, faites des dons de 10 000 balles. Pourquoi pas? Non, je crois qu'on est 4 500 euros maximum. Oh là là, mais déjà c'est déjà pas mal. 4 500 euros, c'est déjà pas mal. C'est pas en argent, mais en costume. Un costume, un tailleur, mais il fait un peu chaud quand même dans ce pays pour le tailleur. Surtout la costume, tu me le ramènes. Pas de souci. Alors par contre, il faut pas qu'il soit sur mesure. Ok, bon, j'ai d'autres questions, mais je les poserai en off. Pas de souci. Bon, Khadija, merci d'être passée nous voir. Ça nous fait plaisir d'avoir des candidates comme vous qui se disent allez, je vais à la bataille moi aussi. À la patate. Voilà. Faut y aller. Merci d'être passé ce soir, Jean-Guy. Merci Posé. Merci Khadija. Merci à vous 3. J'étais bien entourée, une femme, 3 hommes. Que demande le peuple? C'est l'égalité. Bon, la parité n'est pas là, mais bon. Oui, ça veut dire simplement qu'une femme vaut 3 hommes. Vaut 3 hommes, exactement, c'est ce que j'allais dire. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'étais ravi de vous accompagner jusque-là. On se retrouve mercredi prochain avec d'autres invités et d'autres aventures, sauf s'il y a du football. S'il y a du football, je suis pas là. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région.